reconnaître les coraux. Comme à l'accoutumée. Nanar wa yao. Sommes de nouveau de sortir. Taratu arur arhei. L'oreille est hardie. Restez hardi, Moussaillon. Patrice et Lydie Kozak. Bienvenue dans l'émission au taux d'écoute maximal pour les cultures des Outre-mer. Nous le disons souvent dans l'oreille hardie, le chemin est long et parfois compliqué pour les Outre-mer de trouver le chemin des plateaux, des scènes de spectacle ou des lieux d'exposition. Souvent, c'est la distance au temps, la narration historique de ce que sont les Outre-mer qui facilite les choses, comme si le temps arrangeait tout et permettait enfin de raconter les choses et les gens tels qu'ils sont. Notre invité du jour n'a pas attendu la distance du temps pour raconter au théâtre ce qui tiraille et ce qui lie les différentes composantes de son pays, la Nouvelle-Calédonie. Des tensions entre Kanak et Caldoche et l'État français, dans un rôle très éloigné de celui d'arbitre. Il en est souvent question dans l'actualité. Et en 2024, des violences ont éclaté, entraînant la mort de jeunes gens, faute de trouver une issue à ce profond conflit qui n'a que trop duré sur le Caillou. Notre invitée, autrice de théâtre, ancienne journaliste, qui n'en est pas à son coup d'essai, écrit en ce sens et milite pour la réconciliation, la paix. Elle nous parlera de son dernier texte, Barrage, mise en scène et représenté à Paris en ce mois d'octobre. Au creux de notre oreille cette semaine, Jenny Briffa. Non, ça va pas. Ma nièce est en train d'accoucher, ils n'arrivent pas à la conduire au médicol à côté du barrage. Ils font chier ces jeunes, hein. Bah quand même. Quoi? J'ai cru que tu les excuserais quoi qu'il arrive. Arrête! Tu sais bien que je suis catastrophé par tout ça. Ça ne me surprend pas, c'est tout. Qu'est-ce qu'on pouvait attendre d'une société si inégalitaire? La vie chère, les bidonvilles, l'alcool qui nous range, les femmes battues. On est à bout de souffle. Et toi, tu penses vraiment qu'on serait mieux si on était indépendant? C'est pas la question. Si! Est-ce que la société serait plus égalitaire? De toute façon, quoi qu'on fasse, vous n'en voudrez jamais de la Kanaki. Tu vas le nier, mais tu raisonnes toujours comme un colon. C'est ancré en toi comme chez tous les loyalistes de ce pays. Pour vous, nous les Kanaks, on est incapables de diriger un pays. Tu as beau avoir des amis Kanaks, tu continues de penser au fond de toi que nous sommes moins compétents, moins travailleurs, moins. Le pire, c'est que je suis persuadé que tu penses que même vous, les Caldoches, vous n'êtes pas capables de vous en sortir sans la France. Jenny Briffa, bonjour. Bonjour. Vous êtes autrice d'une pièce de théâtre qu'on va pouvoir découvrir ce mois d'octobre à Paris, à la Manufacture des Abbesses, une pièce intitulée Barrage, écrite au singulier, vous nous direz pourquoi dans un instant. Une pièce qui s'empare d'un sujet d'actualité brûlant dans un territoire où effectivement l'actualité a été très tendue l'an dernier, en 2024. La Nouvelle-Calédonie, votre pièce Barrage évoque cette tension, ces émeutes de l'an dernier dans le Caillou. Et donc les répercussions également, bien sûr, sur les relations entre l'Hexagone et le territoire. Vous allez nous dire dans un instant pourquoi et comment vous vous êtes emparé de ce thème. Avant cela, on va faire plus ample connaissance avec vous. C'est la tradition de l'oreille hardie. Ce sont les invités qui dressent leur autoportrait. Donc Jenny Briffa par Jenny Briffa pour mieux entendre ce que vous allez nous raconter. Ça donne quoi ? Alors, je dirais que je suis océanienne, calédonienne évidemment, mais océanienne, méditerranéenne aussi. Pour moi, les racines sont très importantes. Et puis sinon, je dirais que je suis quelqu'un de très curieux de tout, qui aime confronter les points de vue, écouter tous les points de vue, et voilà, se mettre à la place des autres. Voilà. Mais la richesse des identités que je porte en moi, je pense, fait que j'ai cette capacité à me mettre à la place des autres. Tout le temps. C'est pour ça que j'ai été journaliste pendant très longtemps. Et j'ai basculé vers le théâtre. Voilà, en résumé. Et puis je suis quelqu'un qui adore les gens, le contact, faire la fête, danser. Donc à la fois je peux être très sérieuse, très bosseuse, etc. Mais il faut toujours, et ça je crois que c'est nos îles, le Pacifique, j'ai un côté soleil très important en moi. Vous dites que vous étiez journaliste, est-ce que finalement il n'y a pas quelque chose de l'ordre du prolongement? C'est-à-dire que votre théâtre, les différentes pièces que vous avez commises, sauf peut-être un tout petit peu Racine mêlée qui est l'avant-dernière pièce, mais on en parlera aussi dans cette oreille hardie, toutes vos pièces sont empreintes d'un côté documentaire. On sent que vous n'avez pas lâché l'affaire du côté de l'observation de ce qui se passe comme peuvent le faire les journalistes. Oui.
Oui, complètement. C'est vrai que je suis entrée dans le théâtre grâce au journalisme, donc par des pièces politiques sur les référendums en Calédonie. Et clairement, on l'affichait comme tel. C'était vraiment des pièces écrites par une journaliste, donc avec sans cesse ce souci de l'équilibre dans les points de vue. C'est ça, moi, qui m'intéressait beaucoup. Donc mes 3 premières pièces étaient des pièces comiques. Il y en a eu une par référendum. Il y a eu Fin mal barrée, Fin mal gérée et Fin bien ensemble. Le pitch rapidement, à chaque fois, c'était des personnages qui, à l'approche du référendum, puisqu'on en a eu 3, donc à l'approche de chaque référendum, ne savaient pas quoi voter parce que c'était des personnages métis pour la plupart. Et donc, ils étaient perdus. La Kanaki, la France, la Kanaki, la France. Et je m'amusais avec ça, mais avec un souci constant, comme je disais, de l'équilibre, donc de pouvoir à la fois dire des vérités parfois qui pouvaient être potentiellement dérangeantes. Mais si je tapais très fort sur les loyalistes, c'est-à-dire ceux qui sont en faveur de la France, de la Calédonie dans la République française, immédiatement après, j'allais taper avec la même intensité sur les indépendantistes. Et quand on garde cet équilibre, et c'est pas un équilibre factice, je veux dire, c'est la réalité de notre pays qui fait qu'il y a autant de matière à s'offusquer chez les uns que chez les autres, à s'amuser avec les uns ou avec les autres, ou à saluer aussi des avancées avec les uns ou avec les autres. Et voilà, mais cette quête constante de l'équilibre qui est très facile à faire, en fait, c'est juste qu'il faut encore une fois se mettre à la place de l'autre. Et bien ça a permis d'avoir des pièces qui ont fédéré les gens. Il y a un vrai lien d'ailleurs avec la pièce Barrage dont on va parler abondamment. C'est-à-dire que pour le coup, la question peut se poser, est-ce que cet équilibre dont vous parlez a été facile à faire? Le climat d'émeute dont vous vous êtes emparé, est-ce qu'il a vraiment permis ça? Quand on connaît le triste bilan humain des pertes qu'il y a eu, quand on voit après le rapport de force, cet équilibre-là, vous avez quand même réussi à le préserver dans Barrage. Il raconte ça aussi, des confrontations de points de vue entre un personnage qui est Kanak et un autre qui est Caldoche. D'ailleurs, vous avez gardé les prénoms des pièces que vous avez citées, les mêmes prénoms, Kevin et Marguerite, comme une forme de continuité. Il y avait un exercice un peu plus compliqué, peut-être, pour cette pièce-là? Oui, disons que j'ai cette faculté à me mettre à la place des autres, mais je sais aussi qui je suis et quelles sont mes propres limites. Donc là, effectivement, pour cette pièce-là, il y a eu un moment où, justement, dans ce dosage, j'étais un peu en dessous, côté vision indépendantiste. Et donc, je suis allée me redocumenter. Je suis allée sur des blogs ou des pages YouTube de militants de la cause indépendantiste pour réécouter certains discours. Parce que parfois, j'étais à sec sur certains arguments. Il y en a beaucoup que je connais pour avoir beaucoup discuté avec des indépendantistes. Mais là, vu la violence des émeutes qui a aussi sidéré bon nombre d'indépendantistes, il y a des moments où, en fait, ça sort de l'entendement, quoi. Donc voilà, je me suis peut-être plus documenté spécifiquement sur les discours indépendantistes, davantage que dans mes pièces précédentes où le travail il était un peu près égal des deux côtés, j'allais dire. Mais là, c'est vrai qu'il y avait quelque chose, encore une fois, qui était tellement waouh, quoi, de sidération, que oui, j'ai dû chercher un peu plus. Voilà. Après, sur les émeutes en elles-mêmes, toute la Calédonie, en fait, a été ravagée par ce qui s'est passé. Et il y a eu un moment très fort, moi je trouve, dans la pièce, c'est quand Kevin dit à Marguerite, mais quand il parle des jeunes Kanaks qui sont morts, et il lui dit, mais tu crois que parce qu'ils sont Kanaks, ça me fait moins de peine que si c'était des petits blancs, mais pour moi, c'est mes enfants aussi. C'est les enfants du pays. Ça, c'est important parce que moi, vraiment, j'ai été... Enfin, là, j'en ai... Les poils, là, c'était un arrachement de voir qu'au pays, on en arrivait là. C'est-à-dire qu'il y a 3 jeunes Kanaks qui ont été tués. Il y a aussi un jeune gendarme. C'est des jeunes gens, quoi. Moi, je m'en fous de la couleur, en fait. On est tous calédoniens. Et on est beaucoup à penser ça en Calédonie, mais on est un peu pris aussi en étau, en otage par les clans politiques, quoi, qui nous écrasent, en fait. Quand je dis les clans politiques, c'est dans les esprits, hein. Voilà, ça nous écrase. Et c'est pour ça que vous avez choisi, alors il y a le lieu du barrage, oui, au singulier, parce qu'en fait, on a les barrages qui sont orchestrés par les émeutiers, et puis il y a un barrage pour pouvoir défendre notamment un lieu qui est le lieu, pour vous, visiblement en tout cas, symbole de cette jeunesse. C'est un lycée-collège, et là on a 2 enseignants qui tiennent un point pour éviter qu'on ne détruise l'établissement. Donc là, il y a aussi la force du symbole de la jeunesse et du lieu où l'on inculque des choses à la jeunesse, qu'elle soit kanak ou qu'elle soit caldoche ou qu'elle soit blanche aux oreilles. Bien sûr. Oui, pour moi, le lycée, c'est évidemment
symbole de l'avenir, de la construction d'un pays. Donc effectivement, pendant les émeutes, ce qui s'est passé, c'est que beaucoup de gens très très vite en fait ont monté des. Donc il y avait les barrages effectivement des émeutiers, mais il y avait aussi des contre-barrages un peu partout de Monsieur, Madame, tout le monde qui allait protéger. Alors bon, évidemment les quartiers, mais aussi des collèges, des lycées, des supermarchés, des outils de travail. Et là, il y avait toutes les communautés ensemble, parce que à un moment, s'il n'y a plus de supermarché, on peut plus se nourrir. Et il faut se rappeler qu'au tout début des émeutes, les renforts de métropole n'arrivaient pas en fait. Il y a eu une grosse semaine où tous les habitants de Calédonie étaient quand même quasiment seuls face à ce déferlement de violence et où tout le monde a eu très 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 peur, quoi. Voilà, Wallisiens, Bas-Blancs, Javanais, Kanak, enfin la Calédonie, quoi. Et donc, pour revenir sur ce lycée, effectivement, l'idée c'était donc d'être sur un point de barrage pour protéger un lycée, avoir des professeurs qui sont de camps idéologiques différents, mais c'est pas des militants, quoi. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens en Calédonie, je pense que j'en fais partie. On n'est absolument pas militants, mais c'est juste qu'en fait, depuis que je suis née, il y a la question de l'indépendance ou la France. Je suis née en 1980, donc c'était le début des événements. Donc depuis que j'ai 7 ans, 8 ans, les accords de Matignon, je sais qu'on va me poser une question sur l'indépendance ou la France. Tous les jours depuis que j'ai 8 ans, à la télé, à la radio, dans les journaux, c'est l'indépendance, la France, l'indépendance, la France, l'indépendance, la France. Voilà. On est une génération comme ça. Ça fait 40 ans que c'est les mêmes discours, que c'est la même question. Et moi, j'ai énormément d'amis autour de moi qui ne sont pas des militants d'un parti. Mais à un moment, bah oui, il faut bien qu'on dise qu'est-ce qui nous semble le mieux pour notre pays. Et là, Marguerite et Kevin, c'est ça. C'est ce que vous avez voulu retranscrire. Oui. Et donc, leurs dialogues, justement, sont très empreints de choses du quotidien, en fait. C'est ça ? C'est ce que vous avez voulu retranscrire comme relation entre ces deux personnages. Oui, leur discours, il est très empreint de choses du quotidien parce que, à un moment, quand on nous demande si oui ou non on veut rester français, il y a forcément beaucoup d'éléments de la vie quotidienne et des questions qui se posent. Kevin dit, mais comment on va faire sans la France pour l'hôpital, les médecins, par rapport à notre niveau de vie, les fonctionnaires, les salaires, et ça c'est des questions du quotidien, donc comment on fait? Et là Marguerite elle va lui répondre, il y a plein de pays qui sont aussi des petites îles et qui y arrivent, pourquoi nous on n'y arriverait pas? Et moi ce qui m'intéresse c'est de donner à entendre les arguments des uns et des autres. Après chacun se fera son avis et son opinion. On peut dire que c'est du théâtre militant pour le vivre ensemble, mais c'est pas un théâtre militant ni pour la France ni pour la Kanaki. Moi je suis du parti du dialogue et c'est pour ça que je ne cesse de faire des pièces où mes personnages dialogue. Mais Kevin et Marguerite se blessent, mais à chaque fois ils reviennent. Oui, l'un vers l'autre. Oui, parce ces deux personnages ont un lien très très fort d'amitié extrêmement, voire même plus. Ne spoilez pas. Oui, on ne spoile pas. Mais voilà, c'est particulier parce qu'ils ont des liens qui sont très profonds, très anciens. Mais c'est vrai que, j'allais dire, au quotidien, en Calédonie, je vais même vous faire une confidence. Moi, j'ai jamais demandé à Laurence, si peut-être que je lui ai demandé une fois si elle était pour ou contre l'indépendance. Stéphane, je sais qu'on en avait déjà parlé parce qu'on a un plus grand passé ensemble et notamment sur la première pièce Fin mal gérée. Mais Laurence, j'ai été longue avant qu'on aborde cette question-là. Par contre, j'ai pas de problème à lui demander d'interpréter des personnages qui eux ont des convictions. Et justement, on va entendre Laurence Bollé, comédienne. Alors je spécifie exprès parce que c'est l'objet même de la question posée, mais Laurence Bollé, comédienne kanak, et Stéphane Piochot, comédien caldoche, et voilà, on va entendre ce que ça leur fait d'être chacun une composante de la Nouvelle-Calédonie différente et ce que ça leur a fait de travailler ce texte, cette situation-là en particulier. C'était important que Stéphane joue le caldoche, et le non-indépendantiste, et moi la kanak indépendantiste, même s'il y a aussi des caldoches indépendantistes, et il y a aussi des kanak non-indépendantistes, quoi. On l'a vécu de la même manière, moi à 17 000 km, lui au pays, on l'a ressenti de la même façon. Du coup, de travailler sur cette pièce, pour moi, ça a été comme une thérapie. De me dire, comme à un moment dans la pièce, quand on dit qu'on n'est pas que des Kanaks, on n'est pas que des Blancs, on est juste un peuple qui vivons là-bas et c'est en nous, quoi. Je me voyais pas faire autre que ça, quoi. Eh bien, ça a une importance dans le sens où, j'ai une expression qui me vient là, c'est qu'on porte le pays en nous. Donc, c'est avec notre paysage intérieur qu'on traverse cette histoire et cette pièce. Et puis parce que cette histoire, on l'a vécue avec nos tripes. Laurence, elle était à 17 000 km, moi j'étais là-bas sur place. Donc je l'ai connue par mon propre prisme à moi, mais j'ai vécu ces tensions-là. J'ai vécu aussi, une forme de retrouvailles
après les émeutes. Il fallait combler un fossé. Et c'est la culture et c'est le théâtre qui a rejeté des passerelles entre nous tous au lendemain de ces violences-là. De ce point de vue-là, aborder cette histoire pour nous, c'est une affaire très personnelle, nécessaire. Après, je pense que c'est suffisamment universel pour que d'autres comédiennes puissent s'en charger aussi. Il n'y a pas de problème. Mais voilà, on a les couleurs et les lumières de nos compatriotes en nous. Et ça pour nous, c'est aussi un réel plaisir. Enfin, en tout cas, pour moi, un réel plaisir de pouvoir déployer ces personnages-là, qui sont nos familles, nos amis, nos frères, nos cousins, nos sœurs, nos cousines. À la découverte du texte, quand je l'ai lu et qu'on a commencé à l'éprouver au plateau, c'était dur, c'était éprouvant. Et en même temps, pour moi, c'était nécessaire de la retraverser pour pouvoir me dire, ok, c'est arrivé, mais il y a pas que ça, quoi. Et de passer au-dessus. J'ai lu l'histoire et tout, les personnages, ce qu'ils disent. Et c'est en travaillant vraiment, et quand on rend ça concret sur le plateau, et qu'on retrouve ses propres sensations en fait, que là on est connecté vraiment à une émotion forte, puissante. Et c'est super parce que grâce à cette histoire, cette fiction, au théâtre, ça permet de canaliser cette émotion et d'en faire quelque chose. Voilà, de mettre au service d'un message d'amour, de paix, de fraternité, d'humanité. Alors, vous n'êtes pas la metteuse en scène, metteur en scène, c'est Frédéric Andro, mais pour le coup, ça vous fait quelque chose en plus de savoir qu'effectivement, ils appartiennent chacun à une sensibilité différente. Mais c'est important qu'il y ait aussi cette symbolique au niveau de ceux qui interprètent. Oui, c'est très important. Parce que il faut représenter avec peu de personnages, parce qu'on a peu de moyens, la Calédonie. Donc je sais bien que cette pièce, je l'ai écrite en me disant, j'avais 2 objectifs. 1, la jouer en métropole pour donner à entendre en métropole notre vision des choses. Et puis la deuxième chose, c'était après revenir au pays, évidemment, pour tourner et faire que ce texte il puisse nous aider là-bas, sur place, à avoir un côté cathartique, à se dire les choses, pleurer ensemble, rire aussi ensemble. Et voilà, donc ça, c'était les 2 objectifs. Et donc oui, il fallait, en peu de comédiens, peu de moyens, symboliser la Calédonie. Et donc forcément qu'il faut un caldoche, une Kanak, évidemment qu'il manque tous les autres. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'effectivement, et ça c'est dans toutes mes pièces, tous ces comédiens-là, à chaque fois, ils vont interpréter effectivement les autres communautés. Donc en clair, Stéphane Caldoche, à des moments, il va faire le petit Kanak délinquant. Laurence Kanak, elle va jouer le flic, le policier blanc. Voilà. Et ils vont, pendant toute la pièce, ils vont jouer. Et ça, c'est important, c'est se libérer des assignations identitaires. Dans mes pièces précédentes aussi, c'était très très drôle d'avoir par exemple une comédienne kanak qui jouait des élus blancs et vice versa. Et c'est un ami métropolitain qui a mis en scène, là pour le coup vous ne mettez pas en scène directement vos textes parce que vous adorez travailler avec les metteurs en scène. On va écouter Frédéric Andro nous dire comment lui il a abordé ce travail sur un sujet aussi sensible. Alors, compliqué, je sais pas. En tout cas, on a très envie de le faire. Parce qu'il y a une dimension forte dans ce projet qui est une dimension humaniste et nécessaire. Puisqu'on vous parliez de documentaire, je pense qu'on est plus dans un théâtre du réel, mêlé à une fiction. Et là où il y a une part de comédie, c'est que une des choses qui, moi, m'intéresse le plus depuis que je fais ce métier, c'est la maladresse des gens, des humains, et leur façon à passer à côté des fois de certaines choses, à se croiser, à ne pas arriver à se parler, à s'aimer. C'est toutes ces choses-là qui m'intéressent. La part un peu clownesque qu'il peut y avoir en chacun de nous. Et aussi l'enfant qui essaye d'émerger par moments et de pouvoir encore être là dans tout ça. Après oui, compliqué ça l'est puisque c'est du théâtre et qu'on est obligé de construire et de prendre le temps et on peut pas lutter contre ça. Mais on a eu du temps pour travailler et on a eu du temps aussi pour prendre plaisir à travailler ensemble. Donc je dirais qu'il y a plus de l'envie et du plaisir que la sensation de quelque chose de compliqué. Jenny Briffa, vous écrivez, mais vous ne mettez pas en scène. Ça, c'est votre particularité à vous, parce qu'en même temps, c'est un travail d'équipe où vous vous sentez pas les épaules. Non, mais moi, je viens pas du monde du théâtre, donc j'ai débarqué là-dedans un peu par hasard. Par amitié pour une comédienne kanak qui m'a demandé d'écrire un texte pour elle. J'aime juste ça. Je trouve, non, mais par contre, j'adore le travail en équipe. C'est aussi pour ça que j'ai beaucoup travaillé en télé. Et je dis toujours qu'un texte, pour moi, c'est comme un diamant brut. Donc, ça ressemble à rien, à un caillou. Mais à l'intérieur, il y a tout pour que ça brille. Et après, il faut se mettre à polir le diamant. Et là, ça brille de plus en plus. Donc moi, je fournis déjà le caillou. Il y a des choses dedans. Vous fournissez le caillou avec un C minuscule et un C majuscule en même temps. C'est intéressant.
Première pause musicale dans cette oreille hardie qui vous est consacrée, Jenny Briffa, avec donc vos choix des invités. Chaque invité nous propose 2 titres à partager. Laissez-moi danser, je crois. Eh ben voilà, exactement, c'est ce que j'allais vous dire. Je vais vous laisser parler et vous laisser danser, et avec donc une version de signée Ibrahim Malouf et Isaiah. Pourquoi ce titre-là ? Parce que quand je l'ai entendu, c'est un peu le travail du metteur en scène, c'est-à-dire que j'ai entendu vraiment les paroles de Dalida. J'avais jamais vraiment prêté attention parce que Dalida, ça fait danser, alors on sait pas trop, mais enfin bon, on danse, on prête pas trop attention au texte. Et là, dans cette version, les mots éclatent. Voilà, je me retrouve dans ces paroles. Parce que vous adorez danser, vous nous l'avez dit tout à l'heure. On écoute donc dans cette version Ibrahim Malouf et Isaiah, ce titre de Dalida. Laissez-moi danser. Moi, je vis d'amour et de rire, je vis comme si y avait rien à dire. J'ai tout le temps d'écrire mes mémoires, d'écrire mon histoire à l'encre bleue. Laissez-moi danser, laissez-moi danser, chanter en liberté. Laissez-moi danser, laissez-moi aller jusqu'au bout du rêve. L'oreille hardie, Patrice et Lydie Kozak. De retour auprès de Jenny Briffa. Alors, on vient de parler abondamment de barrages. On va donner le rendez-vous parisien, donc les premières dates de cette pièce, de votre toute dernière pièce. Et on va parler un petit peu de l'avant-dernière pièce en date. Donc, elle s'appelle Racines mêlées. Nous avons retrouvé un carnet de botanique de l'époque de Cook qui décrit avec précision une plante extraordinaire. Mon instinct me dit que je dois la retrouver. Capitaine de Bougainville. Capitaine Cook. Regarde le bateau à voile. Racines mêlées. Elle a été jouée une bonne dizaine de fois en Nouvelle-Calédonie et également aux Zébrures de Limoges dans l'édition 2025 de ce festival. Racines mêlées, c'est un peu un ovni dans votre théâtrographie, c'est-à-dire que pour le coup, vous nous parlez d'histoire, vous nous parlez de l'exploration qui a conduit certains grands hommes à découvrir les territoires, notamment de la Nouvelle-Calédonie, mais également le territoire de l'Australie. Votre fil rouge, c'est une jeune botaniste mauricienne qui fait un voyage dans le temps pour nous parler d'une plante extraordinaire, nous en raconter l'origine, et au fur et à mesure de ces différentes étapes, elle côtoie les lapérouse, les couques, les bougainvilles. Qu'est-ce qui vous a pris de nous emmener dans ce voyage-là, vous qui n'aimez rien tant que de parler, entre guillemets, d'actualité dans vos pièces? Je m'étais dit, après le succès de cette fameuse trilogie politique, je vais pas en faire 50 non plus. Et donc, je m'étais dit, il faudrait que j'arrête au 3e référendum, j'arrête. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire après, sachant que je voulais toujours continuer à travailler ce thème du vivre ensemble. Et donc, je me suis dit, il faudrait que je trouve une histoire qui continue à évoquer le vivre ensemble pour nous, mais aussi une pièce que je puisse exporter en métropole. Parce que ce qui m'intéressait, c'était à un moment de me dire, il faut qu'en métropole, on entende nos voix, qu'on voit nos comédiens, qu'on voit notre travail en fait, parce que nous on est tellement loin. Moi j'en avais marre qu'en fait on parle tout le temps pour nous et que nous on puisse jamais parler ici parce qu'on est trop loin. Donc je me suis dit il faut que je trouve une histoire qui frappe l'imaginaire à la fois de la métropole et de la Calédonie pour que cette pièce elle puisse être jouée dans les 2 territoires. Et je me suis dit mais alors qu'est-ce que je pourrais trouver qui les intéresse eux là-bas en France? Je me suis dit les navigateurs, puisqu'ils sont partis d'Europe. Alors nous, on a été découverts, entre guillemets, par James Cook, qui est donc anglais, pas français, mais je me suis dit, c'est pas vraiment un problème, on va trouver un moyen. Et effectivement, dans le Pacifique, il y a d'autres navigateurs français qui ont navigué, Bougainville, Lapérouse, et donc j'ai tressé une histoire où alors là on retrouve la journaliste, tout est plausible, toutes les dates font que tout est plausible. Et donc cette pièce finalement c'est un peu une fable, à la fois une fable du vivre ensemble, mais qui est extrêmement documentée. Il y a des extraits du journal de Cook. Ce qui m'intéressait c'était de revenir sur cette première rencontre entre le peuple kanak et James Cook,
première rencontre entre deux civilisations. Et il se trouve, et ça c'est un fait historique, que cette rencontre s'est très bien passée, qu'il y a eu une sorte de coup de foudre, entre guillemets, entre James Cook et son équipage et le peuple kanak. Et ça, c'est très documenté à la fois dans le journal de Cook et du reste des scientifiques, puisque tout le monde tenait un journal. L'astronome de James Cook parle du peuple kanak comme d'un peuple d'exception. James Cook parle du grand chef Te Mbuma comme de son ami. Donc il faut quand même mesurer, hein. On est quand même au 18e. Ami à l'époque, quoi. C'est pas rien. Et donc on revient sur ce moment-là. Et j'ai travaillé beaucoup aussi sur la langue. Je suis très contente. Et toute la compagnie, on est tous très fiers d'avoir pu porter la langue de la tribu de Balad qui avait accueilli James Cook, qui s'appelle le Nielayu, cette langue. Et donc on joue ces moments-là en Nielayu, donc la langue de Balad qui aujourd'hui est parlée par 900 personnes à peu près. Les indigènes se montrèrent d'abord timides, mais au bout de peu de temps, nous décidâmes, les occupants d'une pirogue, à s'approcher assez près pour recevoir des présents à l'aide d'un bouton, au bout duquel, en retour, ils attachèrent 2 poissons qui dégageaient une odeur intolérable. Et donc on a pu travailler avec les gens là-haut de la tribu, avec les vieux. Et puis après, il y a eu une traductrice qui est elle-même descendante du clan qui a accueilli James Cook, Madame Scholastique Boisguivy, qui elle a fait des traductions. Puis après, les comédiens, ils ont dû apprendre. Et donc même s'il y a des comédiens kanak qui jouent, c'est pas leur langue. Et c'est très important pour moi on est très fiers d'avoir mis le Nielayu sur un plateau en Calédonie déjà. Et puis encore plus de l'avoir transporté avec nous jusqu'en métropole. C'est l'heure de votre deuxième choix musical, Jenny Brifa. Alors, cette fois-ci, vous avez choisi Ben Sema Synapson. Ça, c'est pour danser, ça. C'est vrai ? Mettez à fond, là, et dansez. Je disais qu'il fallait danser chaque jour, sinon c'était une journée de perdu. Danser. L'oreiller hardi, Patrice et Lydie Kozak. Merci beaucoup Jenny Brifa pour Racine Mêlée, donc qui s'est joué à l'ouverture ou quasiment de festival Zébrure d'automne de Limoges. Les spectateurs et spectatrices de l'Hexagone auront donc la chance de pouvoir découvrir Barrage, qui s'est ouvert le 9 octobre dernier et qui se jouera jusqu'au 2 novembre. C'est ça? Vous allez nous rappeler le rendez-vous précis de Barrage? C'est du 9 octobre au 2 novembre à la Manufacture des Abbesses dans le 18e à Paris. Et si vous deviez en une phrase attirer le chaland, en une phrase, pour Barrage, exactement, qu'est-ce que vous diriez? Avec beaucoup de virgules, la phrase. Je triche. Non, si vous voulez, je pense comprendre qui nous sommes collectivement, nous les Calédoniens, c'est-à-dire tous les habitants de la Calédonie, notre lien à notre pays, comprendre aussi pourquoi depuis tant d'années on se chamaille, le mot peut-être un peu faible, mais pourquoi il y a tant de tensions et pourquoi en même temps on reste ensemble malgré tout. Venez voir Barrage, je pense que vous nous comprendrez mieux. Vous verrez toutes les nuances aussi qu'il y a chez nous, dans notre pays. C'est une pièce qui pousse à penser contre soi, aussi pour les métropolitains, enfin les gens qui ne sont pas calédoniens. Vous aussi, vous devez penser contre vous quand vous réfléchissez à notre pays. C'est aussi une pièce, je pense, qui rappelle qu'il y a des moments où il faut enlever ces lunettes idéologiques pour comprendre qui on est aujourd'hui en Calédonie. La Calédonie de 2025, c'est plus celle de 1984, c'est pas celle non plus évidemment de 1950. Voilà. C'est aujourd'hui, on est dans une situation très complexe, mais qui est très intéressante et qui fait écho, je pense, à beaucoup de choses qui se passent dans l'Hexagone ou ailleurs dans le monde aussi. Mais venez nous voir, s'il vous plaît.
Merci Jenny Briffa de nous avoir mis tous vos mots, vos émotions, vos pensées au creux de notre oreille cette semaine. Si vous voulez réécouter ce moment, n'hésitez pas, c'est sur le site de lapremière.fr ainsi que sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Et la nouveauté, c'est que nous sommes aussi sur YouTube, donc vous pouvez nous retrouver vraiment, il n'y a pas moyen de nous échapper. Voilà, l'oreiller hardy avec Jenny Briffa et puis tous les autres numéros qui seront présents sur ces différents supports. La vie peut paraître un peu compliquée et puis voilà, Jenny Briffa nous a parlé de la Nouvelle-Calédonie qui peut paraître aussi très compliquée, mais il y a de l'espoir, j'en suis sûr. En tout cas, en attendant le mieux, n'hésitez pas à mettre un peu de culture dans vos vies et singulièrement celle des Outre-mer. Souk et ferme, Moussaillon, restez hardi. À la semaine prochaine pour une nouvelle rencontre. What did you think, Iwaka?